Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde. Alors, nous avons un interlocuteur qui est anglophone. Donc, il va y avoir une distribution de casques pour que les personnes qui ne comprennent pas l'anglais puissent avoir accès à la traduction simultanée en même temps. Donc voilà, donc vous n'avez pas besoin de bouger, ça va venir à vous et on va commencer par les interlocuteurs francophones. Donc, bienvenue sur cette table ronde sur la mobilité décarbonée pour les trajets de courte et moyenne distance et en porte-à-porte. Donc, on va évoquer en fait la mobilité quotidienne de l'immense majorité de la population. Alors, autour de la table, nous avons des représentants à peu près de tous les acteurs de cet écosystème, sauf le constructeur automobile. Alors, ils viennent de parler pendant 1h30, mais moi, j'aurais quand même quelques questions pour eux et pour vous. Donc, on y reviendra à la fin de cette table ronde. Donc moi, je m'appelle Marie-Xavière Vauquier, je suis directrice de mission chez CETEC ITS sur les sujets de transition énergétique et je suis aussi la présidente d'un réseau professionnel féminin qui s'appelle Femmes en Mouvement. Et donc du coup, je suis très contente parce que donc nous avons 2 intervenantes et 4 intervenants, donc c'est pas si mal. Et puis surtout des intervenants de très grande qualité. Donc, je vais faire un petit peu le tour de la table. Donc, Sylvain Laval, vous êtes le maire de Saint-Martin-le-Vinoux. Saint-Martin-le-Vinoux, c'est une commune qui appartient à Grenoble-Alpes Métropole et vous êtes président du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Et c'est à ce titre que vous êtes coprésident de la commission mobilité de l'Association des maires de France. Donc, l'Association des maires de France regroupe plus de 34 000 maires de communes de toute taille. Donc, ce n'est pas les grandes villes, ce n'est pas la ruralité, c'est toutes les communes de France. Et donc, aujourd'hui, vous nous parlez donc en tant que représentant de l'Association des maires de France. Marie Vénère, vous êtes responsable stationnement et stationnement et plaidoyer au collectif Vélo Île-de-France. Donc vous remplacez Olivier Schneider, le président de la Fédération des usagers de la bicyclette, qui n'a pas pu venir du fait des mouvements sociaux en cours, car c'est un grand adepte de l'intermodalité et son train a été supprimé. Donc le collectif Vélo Île-de-France représente aujourd'hui plus de 40 associations cyclistes dans toute l'Île-de-France et une centaine d'antennes. Ce collectif est né en 2019 et connaît, un peu comme partout en France, un fort développement. Et où que l'on soit, la bicyclette est un mode de transport durable par définition. Et sa pratique ne fait que croître depuis... alors on dit le Covid, mais en fait c'était même avant, c'était les grandes grèves de 2019. Et puis des bicyclettes propulsées à la force du mollet, c'est bien, mais maintenant il y en a avec un peu d'assistance électrique. Et on verra que ça change quand même pas mal les choses. Monsieur Brotteau, vous êtes ce qu'on appelle un jeune retraité actif. Donc bravo, vous êtes passé avant le cut. Et puisqu'après une longue carrière chez Vinci Autoroute comme directeur de la prospective, vous êtes membre des comités scientifiques de TDIE et de la Fabrique de la Cité, et vous êtes aussi coordonnateur du thème stratégique mobilité à l'Association mondiale de la route. Et vous avez écrit récemment le livre Transport, les oubliés de la République, sous-titré Comment la route reconnecte le territoire, et qui est sorti en 2022. Monsieur Barrault, vous êtes le président de la FNTV, la Fédération nationale du transport de voyageurs, et vous fédérez aussi les acteurs des nouvelles mobilités, dont les acteurs du covoiturage, les transports sanitaires et les transports de fond. Et aujourd'hui, on parlera surtout de la décarbonation pour les autocaristes qui représentent le gros des adhérents de la FNTV. Monsieur Eberwerder, donc vous êtes, alors je vais le dire en français, mais ça a été vérifié par vos services. Vous êtes le dirigeant de la société Daimler Buses, dont Evobus est l'une des marques, et vous êtes donc celui vers qui l'on se tourne quand on veut commander un autobus électrique ou à motorisation alternative. Donc, comme je le disais en introduction, vous comprenez un peu le français, suffisamment pour commander au restaurant, si j'ai bien compris, mais vous vous exprimerez en anglais, et donc il y aura le système de traduction simultanée. Et enfin, pour terminer, Marie-Claude Dupuis, vous êtes directrice de la stratégie de l'innovation et du développement au sein du groupe RATP, et vous êtes ici en tant que représentante de l'UTP, l'Union des transports publics et ferroviaires, et à ce titre, vous êtes présidente de la commission Nouvelle Mobilité Ville de demain. Voilà, j'espère que j'ai oublié les titres et qualités de personnes. Alors, quand on a préparé cette table ronde, en fait, ce qui semblait le plus simple, c'était de partir d'un sujet très technique et de l'ouvrir sur une dimension un peu plus écosystémique. Donc,
pour le sujet technique, quand on parle de décarbonation, on pense changement de motorisation. Et donc, c'est par là qu'on va commencer. Monsieur Laval, ma première question est pour vous. La motorisation électrique, en fait, c'est une motorisation qui est déjà bien connue en milieu urbain métropolitain via les modes lourds, métro, tramway, etc. Quelle est l'approche de l'AMF pour les autres modes et notamment les autobus ? L'approche, elle est très pragmatique, c'est-à-dire que la question se pose de la même manière que tout le monde. C'est qu'on a des évolutions technologiques, des évolutions réglementaires qui nous emmènent progressivement vers la mobilité électrique sur ce type de véhicules et qui ne sont pas des questions faciles parce qu'il faut d'abord planifier, prévoir. Ce sont des stratégies d'investissement à moyen terme, pas forcément toujours à court terme, avec des technologies qui sont encore diverses et qui demandent à gagner en maturité, en réponse adaptée en fonction des situations. Aujourd'hui, quand vous êtes sur des stratégies de renouvellement de flotte de bus, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, de bus publics, vous êtes confronté au choix de maintenir de manière transitoire du fonctionnement au gaz ou au biogaz, d'investir directement dans l'électrique, mais qui demande aussi des investissements connexes. Il faut investir dans les dépôts avec les normes pour les bornes de recharge, etc. Ou même de passer beaucoup avec une vision de plus long terme sur l'hydrogène. Et là, on est confronté aussi à un manque de maturité à grande échelle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des réponses ou des solutions, mais nous voyons encore qu'elles doivent gagner en développement et aussi en accessibilité. Parce qu'au-delà des réponses techniques, il y a aussi des enjeux financiers très importants. Et aujourd'hui, les coûts sur ces technologies, qu'elles soient électriques, hydrogène, ils sont bien plus élevés que ce qui existait jusqu'à présent, y compris avec la hausse évidemment des énergies de toute catégorie. Et donc, c'est un vrai sujet sur la capacité à changer rapidement, à investir, à planifier avec des réglementations qui sont aussi pas toujours très simples pour les accompagner. Je faisais allusion aux normes pour accompagner les recharges électriques dans un dépôt de bus, mais vous avez exactement le même sujet sur l'hydrogène demain, où on est parfois allé jusqu'à des réglementations de type Céveso. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment clairs, qui ne sont pas suffisamment programmés pour pouvoir accompagner aussi rapidement que ce qui est souhaité et énoncé devienne une réalité à la fois sur le plan réglementaire et sur le plan des capacités à investir. Merci beaucoup. Monsieur Berverder, donc, your company is a leader in the bus niche market. I heard there are some proposals from the EU Commission with regard to the CO2. 100% ZEV mandates for urban buses and minus 45% for coaches. What do you think about these proposals? Well, thanks first of all for the invitation. And I'd like to just first start and reply to Mr. Mayer because he's right. It is very complex. What do I think of the new proposal? I think it is very much a proposal that we should support. The proposal means that the Commission asks to implement 100% zero-emission vehicles by 2030 in the city, in the city segment. Given the complexity that Mr. Mayer just said, where you have to not just buy a vehicle, an electric vehicle, but you have to really transform in a true sense the depot. You have to have a charging infrastructure in place. You have to train people. All that is part of that. So that's one aspect. The other aspect is, because it is a cost-intensive change, think of the CO2 reduction targets that we all have. And if you take the city buses, which make up in Europe 50% of the total market, with this achievement in 2030 of 100% ZEV, you would dramatically reduce the CO2 footprint. And that's good because it is possible. It is very intense because it's just 7 years to go. But it is possible because the access and the collaboration that you need in a city between the industry, the political stakeholders like you, the energy provider, and the operator is quite well. It's good. It's closer than an interurban or, let's say, long-distance topic. So it is really a good role model for the city. And now it becomes complicated. We all know the old world. One drivetrain for every application. And that will not be the case in future. In future, we will see by the end of 2030 also electrified coaches. I think it's called autobus. Autocar, pardon. Autobus is the other. Yeah. So having said that,
45%, as the proposal is on the table, is almost unachievable. It's not realistic. And this is what we have to discuss now together, because it's not just the vehicle, you need the infrastructure. And for longer distance vehicles, you need hydrogen potentially, above 500 kilometers. Below 500 kilometers, you could use a battery. So you have two infrastructures in place. If we think now to 2030, and an auto car is not just traveling in France, it travels from France to Italy and across the borders. So you need really international infrastructure. So the target is high, perhaps too high. And we have to discuss not if we change, I think that's clear, but how we change and in which steps we change. And this is why it's so good to have ZEV 100% mandate in the city. It's possible. But on the same side, we have to be very reflective on how we change in the other segments. I think that's a little bit, in the shortest possible way, my answer to your question. No, it's very good. Prima. Thank you. Marie Vénère, les cyclistes n'ont pas attendu que leur vélo soit électrifié pour s'en servir et pour avancer. Que vient changer l'électrification des vélos ? Je pense qu'on peut dire que ça change quasiment tout. C'est un vrai game changer, pour utiliser un anglicisme. Ça change la donne pour les espaces qui sont plus ruraux. Donc la Grande Couronne, quand on pense à l'Île-de-France, aux départements qui sont plus ruraux en France de manière générale. Ça change la donne pour les personnes âgées, ça change la donne pour la livraison, pour le transport de charges lourdes. Donc c'est vraiment un mode de déplacement qui a été en quelque sorte révolutionné, le vélo, avec l'arrivée du vélo électrique. Il y a des chiffres sur le taux de croissance de l'utilisation du vélo électrique qui sont de l'ordre de 30%, etc. Donc vraiment, ça montre que c'est une évolution très positive. Maintenant, j'ai envie de dire que... ce qui est bien aussi avec le vélo électrique, juste pour compléter, c'est que le report modal, on observe que le report modal se fait entre le vélo électrique directement, entre la voiture, donc les gens qui prennent leur voiture d'habitude, ils font une transition directe avec le vélo électrique, alors que si on regarde pour le vélo mécanique, donc le vélo normal, sans électrification, souvent le report modal se fait entre les transports en commun vers le vélo. Donc il y a en fait une chaîne, on a observé une chaîne de report modal de la voiture au transport en commun au vélo. Et là, avec le vélo électrique, on remarque que ce report modal se fait de manière plus directe. Après, j'ai envie de dire que le vélo électrique, c'est pas non plus la baguette magique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un vélo électrique que vous vous aventureriez sur le périphérique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même les aménagements cyclables adéquats pour rendre possible le déplacement en vélo. Donc, ça présuppose un réseau structuré, continu, capacitaire, confortable, efficace, pour que non seulement vous avez un vélo électrique, mais aussi vous pouvez vous déplacer de manière logique et efficace dans la ville, mais aussi du coup en milieu rural. Ok, merci beaucoup. Alors du coup, vous faites une transition idéale, Marie, pour vous, André Breteau. Dans votre livre, vous vous intéressez à toute une partie de la population dont vous dites qu'elle a été oubliée. C'est celle pour qui les transports en commun ne sont justement pas disponibles à leur porte, que ce soit à l'arrivée et ou au départ. Et qu'est-ce que le changement de motorisation, essentiellement électrique, veut dire pour elle, pour cette partie de la population ? Oui, le levier le plus puissant de décarbonation, c'est incontestablement le passage à d'autres motorisations et donc l'électrique. Mais selon les enquêtes de WeMove et de la Fondation pour la Nature et l'Homme, il y aurait en France environ 10 millions de personnes précaires en matière de mobilité, soit parce que les fins de mois rendent de plus en plus difficile de faire face aux dépenses de carburant, soit parce que ces personnes-là fonctionnent essentiellement avec des véhicules d'occasion, diesel, et il n'y a pas de marché de l'occasion électrique pour le moment. Et donc la vraie question, c'est, au fond, y a-t-il un plan B, une alternative pour ces automobilistes-là? Et pour répondre à cette question, je vous propose de distinguer 3 classes de distance. Si vous avez 300 km à faire, vous faites un voyage. Et là, eh bien, d'une part, vous avez le choix.
Vous avez le train, plus ou moins rapide, plus ou moins cher, mais vous avez aussi les autocars, voire Blablacar, hein, le covoiturage. Et par ailleurs, vous n'êtes pas sur des déplacements contraints. Vous n'êtes pas obligé de partir 6 fois par an en congé ou d'aller en Espagne où vous pouvez peut-être prendre vos vacances en Normandie. Donc vous pouvez aller moins loin. Voilà. Si maintenant vous regardez à l'autre bout du spectre les déplacements de proximité, quelques kilomètres, hein, là aussi vous avez un large choix, marche à pied, vélo, ça y est, on a déjà ce qu'il faut, hein, peut-être parfois le bus ou le métro. Et là aussi, bon, il y a des déplacements contraints, mais il y a beaucoup de déplacements qui ne le sont pas. Et donc vous avez le choix. Et si par contre vous prenez une classe de distance intermédiaire, nos déplacements du quotidien, mais qui font plus de 10 km par exemple, d'une part vous apercevez que c'est le volume majeur. Il y a 50 millions de déplacements par jour, je dis bien par jour, de 24 km en moyenne, et ça pèse 50% des kilomètres parcourus en voiture et 57% des émissions de CO2. Et cette classe de distance, c'était un angle mort des politiques publiques, ça ne l'est plus depuis la loi L'Homme et les déclarations du président de la République et de la première ministre. Mais là-dedans, les précaires énergétiques, en outre, eh bien, il n'y a pas de choix, hors région Île-de-France, qu'entre le TER et la voiture. Et en province, donc, quand vous regardez ce que disent les enquêtes de l'État, eh bien, pour 92% de ces déplacements du quotidien long, c'est la voiture, et pour 8%, c'est le transport collectif. Et les véritables oubliés de la République, ce sont parmi tous ces dizaines de millions de personnes qui ont des déplacements de 10, 20, 30, 40, 50 km, qui sont des précaires mobilités et qui n'ont pas la chance d'avoir une gare au point de départ et une autre gare au point d'arrivée qui correspond à leurs besoins. Besoins pour aller vers les lieux d'emploi, mais aussi à toutes les aménités qui sont de plus en plus concentrées dans les grandes métropoles. La santé, l'éducation, la culture, les services administratifs. Ok. Monsieur Jean-Sébastien Barrault, donc on en revient aux véhicules dédiés au transport collectif avec la question des autocars. Quel pourcentage de la flotte française d'autocars utilise encore des moteurs diesel et pourquoi? Les raisons sont bonnes, pragmatiques et assez inéluctables. Et je vous laisse l'expliquer. Alors, quel est le pourcentage? Il est malheureusement extrêmement élevé. Aujourd'hui, le parc d'autocars en France, il est de près de 67 000 véhicules. Et sur ces 67 000 véhicules, vous en avez pratiquement 98% qui sont encore des véhicules thermiques traditionnels diesel. Les deux alternatives, les véhicules au gaz, ils sont à peu près 1300. Et vous avez moins d'une centaine de véhicules électriques. C'est dire si on en est, j'entendais tout à l'heure Xavier Oran parler du zéro, nous on en est à l'année zéro de la transition énergétique dans le monde de l'autocar, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas dans le monde de l'autobus. Mais pour ce qui est du car, la question qui se pose, c'est pourquoi on est dans une telle situation. Je crois que les explications, elles sont multiples et je ne vais pas forcément me faire des amis à cette table ronde, mais malheureusement, les autocaristes sont loin d'être ces seuls responsables. D'abord, on a beaucoup pointé le manque d'offres industrielles et j'en suis désolé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peu d'autocars avec une énergie alternative disponible sur le marché. Si on veut acheter un autocar électrique, il faut obligatoirement choisir parmi les 2 modèles chinois disponibles qui nous sont proposés à la vente. Et on en est au balbutiement de la filière gaz qui a aussi d'autres handicaps dont on pourrait parler. Donc une absence d'offres industrielles. Et puis, il faut quand même rappeler que 80% de l'activité des sociétés d'autocars sont faits avec des donneurs d'ordre, avec des pouvoirs publics, qui ont souvent des cahiers des charges prescriptif en la matière et on peut le comprendre. Mais aujourd'hui, malheureusement, le choix qui est fait est bien souvent, et on le regrette suffisamment, un choix financier. Dès lors que l'on répond à un marché avec une offre de base et un moteur thermique diesel et une offre alternative, une variante avec un moteur à une autre technologie, malheureusement, c'est bien souvent les contraintes financières de la collectivité qui l'emportent. Et croyez bien que les transporteurs le regrettent parce que
On se fait bien souvent du souci sur l'avenir du matériel que l'on achète aujourd'hui. Ça fait peur pour un transporteur aujourd'hui d'acheter un autocar diesel dont la durée de vie, vous le savez, est de 13, 14, 15 ans. Et on se demande bien l'avenir de notre autocar dans 14 ans en achetant aujourd'hui un autocar diesel. Donc c'est une situation que l'on regrette vraiment. À tout ça, on peut pointer d'autres explications. Je ne voudrais pas donner l'impression de me défausser sur notre environnement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on appelle de nos voeux un meilleur accompagnement de la part de l'État. Il est impératif que notre filière soit accompagnée. Nous l'étions jusqu'à l'année dernière pour l'acquisition d'un autocar électrique avec un bonus à l'acquisition d'un autocar électrique de 30 000 €. Ce bonus, il a été supprimé en décembre 2022. Aujourd'hui, il n'existe plus. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter notre ministre de tutelle, Clément Beaune, qui, la semaine passée, a annoncé qu'il relançait un appel à projet pour les véhicules lourds électriques. En ce qui concerne donc un appel à projet, l'enveloppe globale, c'est 60 millions. C'est 5 millions pour l'autocar. Ça va permettre de financer à peu près une cinquantaine de véhicules. On est bien loin des enveloppes dont on aurait besoin et qui existent dans d'autres pays européens. Donc on appelle de nos voeux un véritable soutien à la filière, d'autant plus que dans le même temps, on nous fixe, et c'est bien légitime compte tenu de l'urgence climatique, des objectifs particulièrement ambitieux pour réussir notre transition énergétique. Vous le savez, la loi climat et résilience qui a été votée en 2021 au Parlement oblige un certain nombre de secteurs, ceux qui émettent le plus de particules, à élaborer leur feuille de route de décarbonation. C'est ce qu'on est en train de faire avec les services de l'État. Cette feuille de route va être prochainement remise au ministre. Et dedans, on nous demande qu'à l'horizon 2025, c'est-à-dire demain, notre secteur acquiert 9% d'autocars électriques. 9% en 2025. Aujourd'hui, nous n'avons que deux véhicules électriques sur le marché et nous avons très clairement un soutien de la part des pouvoirs publics qui est nettement insuffisant. Donc voilà, les raisons elles sont multiples, mais aujourd'hui on regrette vraiment cette situation. Et je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais il faut aussi que l'on mise dans notre secteur sur le rétrofit. On pense que le rétrofit, c'est un moyen d'accélérer la mutation environnementale dans notre secteur. On parle de rétrofit électrique, de rétrofit de véhicules au gaz, voire même de rétrofit hydrogène. C'est compliqué de rétrofiter un véhicule. Aujourd'hui, le nombre de véhicules rétrofités sur le marché est quasi nul, parce que c'est compliqué et c'est normal d'obtenir l'homologation d'un autocar rétrofité. Il y a des contraintes, de poids, il y a des contraintes de taille, on ne peut pas toucher à la taille du véhicule, etc. Mais je pense néanmoins que c'est une filière qu'il va falloir développer, qui restera forcément marginale, mais qui, on l'espère, va pouvoir un petit peu nous permettre d'accélérer ce processus dans notre secteur. Ok, merci beaucoup. Donc Marie-Claude Dupuis, dans le transport urbain, on parle nécessairement de flotte de véhicules. Et donc plusieurs, alors quand on dit plusieurs, j'essayais d'être la plus inclusive possible pour parler aussi bien du réseau d'Abbeville que des dépôts de la RATP. C'est plus compliqué la RATP. Donc on parle de plusieurs véhicules stationnés au même endroit qui doivent être chargés au même moment. Du coup, ça veut dire, c'est quoi les contraintes en fait à la transition de ces flottes, puisque en fait on parle de plusieurs véhicules et de cette phase un peu entre un système et un autre. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je dirais, si je devais résumer les deux types de contraintes, c'est 1, la disponibilité des bus, et 2, bien sûr, l'adaptation des dépôts en milieu urbain, tout en continuant à assurer le service. De ce point de vue, il faut quand même se féliciter que le transport public est plutôt en pointe sur la transition énergétique de ces flottes. Et ce n'était pas une évidence, parce qu'on aurait pu très bien se dire qu'au final, la contribution des bus et cars aux émissions de gaz à effet de serre ne représente que 2,8%
de la contribution du transport routier. Donc et par ailleurs, on peut se dire, à partir du moment où on fait du transport en commun, on contribue déjà à la lutte contre le changement climatique. Mais non. Alors, à la fois sous l'impulsion des élus, disons-le, et puis après des textes réglementaires, tout le monde s'est mis au mouvement. Et aujourd'hui, les résultats sont là, puisqu'au niveau national, plus de 40% des flottes de bus urbains circulent à une énergie autre que le tout gasoil. Et au niveau des achats, on est à 85% d'achats de bus autres que gasoil. Donc il y a vraiment un mouvement. Mais je voudrais revenir sur les textes qui ont déjà été évoqués et qui poussent à cette transition. Ça va peut-être un peu vite parce que quand on regarde, on vient à peine de finir de transposer en droit français la directive européenne sur les véhicules propres, qui donne déjà une première échéance importante, qui est qu'à partir du 1er janvier 2025, tout le monde devra acheter au moins 50% de véhicules à zéro émission, donc disons électriques et hydrogène, mais on a encore la possibilité de faire 50% autres. C'est déjà une ambition. Donc on est tous en train de faire ça avec nos autorités organisatrices. Et ce qui nous fait un peu peur, c'est le projet de texte de règlement qui a été évoqué et qui fixerait une nouvelle échéance à partir de 2030, où là, ça serait 100% du zéro émission. Et là, ça risque de devenir compliqué. Pourquoi ? Déjà, ça voudrait dire, pour moi, principalement des bus électriques, parce que le bus hydrogène n'est absolument pas mature pour un déploiement de grande ampleur. Donc on revient sur les bus électriques. Personnellement, j'aime beaucoup les bus électriques. En milieu urbain dense, je considère que c'est la meilleure réponse pour régler à la fois les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, surtout quand une électricité qui est déjà décarbonée, et puis surtout, ça traite en même temps les problèmes de qualité de l'air, pollution de l'air locale. Donc c'est bien, mais ça ne répond pas à tout. Alors après, on aurait un problème probablement de disponibilité en quantité suffisante au niveau européen de ces bus électriques. Et puis aujourd'hui, l'offre est ce qu'elle est. Même pour les standards, les bus standards, au-delà d'un certain nombre de kilomètres, 250, mettons, par jour, il n'y a pas l'autonomie suffisante pour tenir la journée. Donc, il faut bien autre chose. Et enfin, je rappelle que quand même en France, 22% des bus sont des bus articulés, 18 mètres. Et là, aujourd'hui, l'offre de bus électriques, elle n'est pas si complète que ça, enfin, si importante que ça. Et j'en viendrai après aux aspects financiers. Quand on regarde les aspects financiers, c'est ce qui conduit souvent les autorités organisatrices à faire ce mix. Je vais prendre l'exemple RATP, un instant. La RATP s'était engagée avec le soutien et l'impulsion d'Île-de-France Mobilité à d'abord un plan de 4500 bus en Île-de-France, un plan de transition avec 80% de bus électriques, 20% de bus au bio-GNV, ça c'était la décision de 2015. Quand Île-de-France Mobilité a fait les comptes, elle a dit « moi, je n'ai pas la capacité d'investissement ». Au final, quand on regarde la durée de vie du complet, le coût complet, sur 15 ans, on s'y retrouve sur le bus électrique. Mais le problème, c'est qu'il faut payer l'investissement au départ. Et c'est encore à peu près le double d'un bus diesel, sans parler d'hydrogène qui est plutôt aux alentours de 700 000. Donc, s'il n'y a pas la capacité à investir au départ, les AO font un mix électrique et gaz, également pour des raisons d'autonomie. Mais ce qui m'inquiète encore plus là, avec ce projet de règlement, avec une nouvelle échéance aussi proche 2030, c'est que toutes les AO sont en train d'investir pour transformer leurs dépôts, pour mettre en œuvre la directive européenne du moment. Donc on est en train d'investir dans des dépôts pour le GNV, pour le bio-GNV. Et ça, normalement, on espère bien quand même pouvoir les amortir sur au moins 2 générations de bus. Une génération de bus, c'est 15 ans. S'il y a un nouveau texte qui dit qu'à partir de 2030, on ne peut plus acheter des bus au bio-GNV, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces dépôts, tout neufs presque, de bio-GNV dans lesquels on aura investi? Donc je pense que autant on peut adhérer à la cible, autant le rythme, ça a déjà été dit, peut inquiéter. Voilà. Et tout ça, si on continue à ce rythme-là, malgré tout, ce qui risque de se passer, c'est que les AO qui n'auront pas les moyens décideront de garder plus longtemps leur bus diesel, après tout, le plus longtemps possible, et ou alors renonceront à accroître l'offre de transport public, ce qui ne va pas dans le sens de la décarbonation de la mobilité. Donc là, il y a un petit signal d'alarme pour dire il y a une belle dynamique, mais attention quand même à l'accumulation des textes trop rapides. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, juste s'il y a des gens qui sont debout au fond et qui veulent, il y a quelques places devant libres, vous serez plus confortable et vous entendrez mieux. Voilà.
Donc on l'a vu, donc merci pour ces premiers échanges. Donc bon, changer les moteurs, le vecteur d'énergie, c'est entre guillemets, c'est pas un problème insoluble. Et on pourrait faire un résumé caricatural en disant qu'avec suffisamment on va dire, de ressources, de matières grises et d'argent, surtout l'argent, on va y arriver. Mais la mobilité au quotidien, en fait, c'est tout sauf un résumé caricatural. C'est des personnes qui choisissent en fait la mobilité qui leur semble la plus pertinente au moment où elles en ont besoin. Et donc, moi, j'ai l'impression, en fait, quand on parle de cette décarbonation des mobilités, en fait, ce qu'il faut aussi évoquer en creux, c'est la multimodalité et aussi dedans l'intermodalité. Marie Werner, vous en avez un peu parlé. Alors, si on essaie de prendre un peu de recul, quels changements sont nécessaires, en fait, dans vos organisations pour dans cette transformation pour réussir à passer à cette mobilité décarbonée. Monsieur Laval, les grandes collectivités comme celle de Grenoble-Alpes Métropole mettent en place des ZFE, les zones à faible émission. Donc leur objectif qui est adapté au cas par cas, c'est tout d'abord de faire baisser la pollution de l'air localement et aussi d'aller vers des mobilités plus décarbonées. Comment ça se passe dans l'aire grenobloise? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Enfin, Grenoble est quand même, je trouve qu'il y a un paradoxe autour de la métropole grenobloise qui est connue à la fois pour être une cuvette dans laquelle la pollution l'été a tendance en fait à s'accumuler, mais en même temps une ville dirigée par des gens qui sont très motivés par la mobilité durable, puisque c'est une des premières villes dans lesquelles le tramway est revenu. C'est connu pour la forte, enfin les cyclistes grenoblois sont nombreux et nombreuses et très actifs. Donc, je crois qu'il y a des annonces qui ont été faites récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette fameuse zone à faible émission? Alors, la zone à faible émission, c'est d'abord l'issue d'une loi qui est la loi climat et résilience et qui effectivement impose la mise en place de ZFE dans la plupart des grandes agglomérations françaises, dont la métropole de Grenoble. Donc, comme tous les territoires, nous appliquons et nous respectons la loi. La difficulté, c'est que la loi a donné un cadre global en disant qu'il faut mettre en place des ZFE avec quelques grands référentiels. Et ensuite, c'est au territoire de décider d'un certain nombre de modalités de mise en application et de trouver les bons curseurs pour pouvoir mettre en œuvre cette zone à faible émission. Et là, vous rentrez dans la difficulté. D'abord, vous l'avez dit, parce que vous touchez au quotidien des gens, que vous êtes confronté à une réalité qui va être ceux qui habitent dans le périmètre de la zone et ceux qui n'y habitent pas, avec un risque de fracturation, de division entre les habitants d'un même territoire qui en réalité n'ont pas de frontières, puisque quand vous vous déplacez, par définition, il n'y a pas de frontières, parce que vous êtes sur des bassins de vie, des bassins de mobilité, et il faut apporter des réponses évidemment aux habitants de la zone, qui sont en général ceux du cœur urbain dense, qui sont ceux qui, comme ça a été dit, ont déjà une offre de transport qui est de qualité, où il y a effectivement des aménagements cyclables, etc. Mais vous avez le phénomène qui se pose de la liaison entre la périphérie et le centre urbain, qui est en fait l'enjeu de demain quand on parle de mobilité. Et c'est ce que disait M. Brotteau. Comment on va toucher toutes ces personnes qui habitent à 30-40 km, qui n'ont pas toutes une ligne de bus devant chez elles ou qui ne peuvent pas toutes venir à vélo ou en train parce que l'infrastructure n'est pas forcément au niveau aujourd'hui. Et quand on essaye de répondre à ces questions, on sait ce qu'il faut faire, mais on sait que ça prend du temps, parce que ce sont des infrastructures lourdes. Construire une ligne de tram, rénover du ferroviaire ou passer sur du métro, du câble, etc. C'est près d'une décennie quand vous mettez tout en œuvre, c'est-à-dire les études, le dossier réglementaire, la capacité à financer et à réaliser les travaux. Or, le besoin, il est immédiat, il est maintenant. Et donc, nous avons toujours ce décalage entre l'objectif et la capacité à faire, à la fois sur le plan de la réalisation, de la réglementation, mais aussi du financement. Et c'est là où on ne peut pas laisser les collectivités seules, chacune dans leur coin, se débrouiller en disant faites bien comme vous pouvez, parce que la question, elle se pose de la même manière pour tout le monde. Il y a des réponses qui sont des réponses locales. Évidemment, nous développons les services qui sont à notre disposition. On a évoqué évidemment l'enjeu de la politique cyclable, qui est un vrai sujet local sur lequel nous travaillons. Il y a l'amélioration de l'offre de transport en commun, sur laquelle nous travaillons aussi. Il y a toutes les dimensions de covoiturage, de maillage avec du car express, etc. Ça, c'est la responsabilité effectivement des autorités organisatrices de mobilité. Mais derrière, il faut aussi des financements et des procédures allégées pour faire de l'infrastructure plus lourde, pour aller plus loin, pour s'étendre. Et ça, les collectivités ne pourront pas le porter seules. Et c'est là où nous avons besoin d'un cadrage à la fois de l'État, voire même une dimension européenne, parce que ce sujet, il se pose à tout le monde et il se pose dans tous les pays. Et le risque qui se pose dans cette question-là, c'est que nous n'ayons pas des territoires à plusieurs vitesses à l'intérieur de notre pays et que même à l'intérieur de nos zones urbaines ou périurbaines, nous ayons des fractures à la fois en termes de lieux d'habitation, mais aussi en termes sociaux.
puisque comme toujours, qui seront les plus pénalisés? Les plus fragiles et les plus précaires. Et c'est aussi un des enjeux de ces zones à faible émission qui ne doivent surtout pas devenir des zones à faible exclusion et sur lesquelles nous essayons d'apporter des réponses en mettant en place des aides qui sont souvent ciblées pour aider les ménages à changer de mobilité, soit en basculant sur des services de mobilité lorsqu'ils répondent à leurs besoins, soit en donnant aussi des aides qui peuvent permettre parfois de changer de véhicule. Parce que changer de véhicule, c'est bien gentil, mais c'est aussi un coût, ça a été dit. Le marché aujourd'hui de l'électrique est un marché qui est plutôt un véhicule neuf, donc il y a un coût qui est plus élevé. Le marché de l'occasion est encore beaucoup trop faible. Et donc il va falloir accompagner, il va falloir prendre le temps de cette transition qui pose un certain nombre de questions, à la fois les bonnes réponses sur le plan technologique, sur la capacité de réalisation dans le temps, et sur l'accessibilité sur le plan financier pour n'exclure personne. Et donc nous sommes confrontés face à tous ces leviers et encore une fois, la loi a posé un cadre un peu rapidement, sans suffisamment prévoir la manière dont nous allons accompagner les choses et sans faire en sorte que les territoires soient d'une certaine manière en concurrence entre les uns et les autres. Parce que ça, ce ne serait pas entendable. Il n'y aurait pas des territoires qui seraient plus vertueux que d'autres ou plus volontaristes que d'autres. Les situations, encore une fois, elles ne se posent pas de la même manière d'un territoire à l'autre. Vous avez des différences topographiques, vous avez des différences sociologiques, vous avez des différences économiques et c'est tous ces enjeux-là auxquels il va falloir répondre. Donc c'est forcément une dynamique collective, mais tout ne peut pas reposer sur le seul échelon local. D'accord, mais du coup, on ne sait pas comment c'est la ZFE à Grenoble, alors. Je vous ai dit, c'est toutes les mesures qu'on met en œuvre sur l'amélioration de l'offre de mobilité, sur les aides pour accompagner les personnes qui en auront le plus besoin. C'est toutes les mesures que nous mettons en place localement, voilà, dans le cadre de la réglementation qui est donnée. Après, vous avez des questions qui se posent. Est-ce que les ZFE sont à horaire permanent, à horaire limité? Dans notre territoire, nous avons fait le choix de la modulation horaire avec une ZFE qui s'applique en semaine et pas le week-end pour laisser encore des capacités de circuler. Il faut prévoir les axes que vous exonérez parce qu'il faudra toujours qu'il y ait une circulation de transit qui passe. Vous avez des enjeux de couture avec les territoires périphériques qui, eux, ne sont pas dans la zone avec des besoins de traversée. Donc, c'est tout ce travail fin qui est réalisé. Et puis, des cas spécifiques d'exonération. Vous prenez l'exemple d'une personne qui habite à 30 km du centre urbain mais qui a une urgence médicale parce que c'est là où il y a le CHU. Il va quand même bien falloir qu'elle puisse aller se faire soigner en urgence. On ne va pas lui dire vous passez pas parce que vous n'avez pas le bon véhicule. Donc c'est tous ces enjeux-là sur lesquels on travaille. L'adaptation de la réglementation par des exonérations, par des soutiens et par des mesures de réponse en matière de services de mobilité pour accompagner les gens en changement de comportement. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Eberwerder, I think the pressure is on you and on your company. I understand that we would like to have more electric buses to buy and with some sales. What are the investments resulting from the purchase of electric buses, and what should mobility authorities finance beyond vehicles, which are already, as said, significantly more expensive than diesel vehicles? Well, first of all, if I may, but we are all friends. This discussion is, I think, absolutely important because it shows how complex and how intense this transformation really is. And there is not one solution, one size fits all. And I can't agree more. It has to do with the timing. There is a time for the next step to take. This is what you describe right now. Yes, vehicles are more expensive. E-vehicles are more expensive than diesel vehicles because we have experience of 130 years diesel, and we are now in the first decade of electrification. So we should not get nervous. It's just new. It's just something that we have to now start getting along with. And it may be a bike, it may be a bus, it's just something new. So we have to be patient to a certain degree and look at what's possible first. This is why I said the city has the first best possibilities to be transitioned. And then we do the rest step by step. Not saying no, but just in the right steps. Because if I have a bus today for you, a coach, an auto car, you can't operate it. There is no infrastructure. So even if you have a bus, you can't use it. So it has to go along. We have to do things together. And this is exactly the new challenge for us, that we have to think differently. And that's okay, because it's actually a true transformation. And the transformation is not just the vehicle. The vehicle is the smallest part.
in a couple of years, you will have in every segment, may it be city, or may it be interurban, or may it be a coach for long-distance travel, you will have enough possibilities to choose from. From us, from others, they will be there. That's not the biggest challenge. The biggest challenge is that the vehicles can operate, that they can do their job, and not just in a city. And I think this is even more expensive, and I couldn't agree more. If we really want to apply and comply to the targets 2030 or to the Paris Climate Agreement of 2040, then we have to invest. Otherwise, it's just blah, blah. So if we really mean it, then I can't agree more. We need to have the subsidies in order to have in 20 years something that we learned over 120 years before. And I think it's a good target, actually, because the cities become less polluted, they become more quiet, and then you also can cover the interurban world. What's important is that it's not just a bus. You can't just buy a bus. It doesn't work. You need a system to operate it. So you have to change the depots. Today you have diesel depots. You need to change them to E. And that's quite complex as well. You have a charging infrastructure to be put in place. You have to train people with high voltage. It can be really dangerous, so you have to train them. You have to really reconstruct the whole depot. That's something what we see right now is more important to really go into this new world, or equally important. And we have a lot of customers that come to us today because we have gained some experience with a lot of pain, But we gained some experience over the last years on how to have so-called, let's say, a turnkey project. You want to operate an electric bus, we do that, we come together with the charging infrastructure, we even construct the depots. We have experience. Yeah, it's not easy, I know. It's really not easy. But we really learned it. And do you talk with the firemen also? Yes, I did. This is the problem. And this is why it takes sometimes longer, but we know now how it works. Yeah, I know. Actually, I know as well. It's really not nice. I agree. But these are exactly the small details that you say that you need to know. And once we do that together, and we can really also consult, that is the real change in this transformation. It's not just the technology of the vehicle. And I think that's something that's equally important to discuss. One last word, if I may, because retrofitting was coming up. And I understand that this is something that is, for the moment, a good option. And it might be, yes. If you think ahead, a couple of years from now, we have a so-called global safety regulation. And the global safety regulation is undisputed. That's the law. So you need new vehicle assistance systems. And they can only work if you have the right telematics connectivity aspects on board. So there is anyhow a new generation of vehicles coming. So if we want to comply to that, to bridge, I think that's okay. But a long-term investment, it's not cheap just to retrofit. It's also quite intense. But the long-term view is perhaps the better choice to take in combination with a true discussion of the regulators, which field should be covered at what time, and not all at once, but step by step. And that is including any intermodal logic, how you operate a city or how you operate a village, because you're completely right. I believe actually 25, 26, we will see more electrified buses in the rural areas. They will come, not 100%, but let's say 20. They will come. So step by step, it's not if, but how we get there. Sorry, long answer for a short question. I apologize for that. No, it was very interesting, so no problem. Marie Vénère, une question pour vous. Alors, donc, on a beaucoup aimé le vélo. C'est mon cas, par exemple. C'est quand même difficile de faire des trajets de moyenne distance avec celui-là comme mode de déplacement quotidien. Alors, j'ai appris qu'en préparant la table ronde, il y a quand même des pays où on arrive à faire 14 km de moyenne, comme au Danemark, avec un vélo électrique. Donc, 14 km, ça commence à devenir pas mal. En France, et plus particulièrement en Île-de-France, qu'est-ce qui manque pour que le vélo soit un mode de déplacement à part entière pour les distances inférieures à 10 km, ce qui représente tout de même une large part des déplacements quotidiens. Alors forcément, comme ils sont très courts, ils ne peuvent pas peser beaucoup dans la balance, hein, c'est mathématique, mais il y en a quand même pas mal. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit donc, vraiment très facilement, enfin j'ai envie de dire presque naturel,
naturellement envisageable, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Par exemple, un point qu'on n'a pas évoqué, mais les vélos électriques, par exemple, ça permet d'avoir des vélos où on peut porter 2 enfants. Avec soi, et ben pour une famille, en fait, ça change tout, en fait, de pouvoir emmener 2 enfants. Parce que quand on en emmène qu'un et qu'on en a 2, voilà, on peut pas, mais avec 2, ça marche. J'en ai vu un en arrivant tout à l'heure, donc voilà. Mais la parole est à vous. Je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais répondre à la question de qu'est-ce qui manque. En fait, d'abord et avant tout, le stationnement vélo aux abords des gares. On a parlé beaucoup de vélo électrique et du fait que ça permet de faire jusqu'à 14 km. Mais en fait, pour vraiment changer d'échelle et pour arriver à un modèle de déplacement qui fasse sens et qui est efficace et surtout qui est accessible à beaucoup de monde, c'est l'intermodalité train-vélo. C'est-à-dire prendre son vélo pour aller à la gare pour ensuite prendre le train. Et ça, c'est un enjeu clé qui doit être développé en France. C'est quelque chose qui est déjà beaucoup entré dans les mœurs aux Pays-Bas, par exemple. Aux Pays-Bas, un voyageur sur 2 dans le train combine les 2 modes de transport, donc prend son vélo pour aller à la gare et ensuite prend le train. Et en fait, c'est bénéfique pour plusieurs raisons, parce que ça connecte les points positifs des 2 modes de déplacement, donc les points forts, c'est-à-dire la vitesse et l'efficacité sur les longues distances du train, et l'efficacité et l'accessibilité porte à porte, la souplesse du vélo. Et en même temps, ça permet de répondre aux points faibles de ces deux modes de transport qui sont l'accessibilité qui n'est pas énorme en termes de porte-à-porte pour le train et la portée du vélo. Donc c'est vraiment bénéfique sur beaucoup de points. Ça permet de se déplacer... le vélo, donc, il est un maillon de cette chaîne de déplacement et ça permet vraiment de faire des trajets qui sont longs, qui sont agréables, qui sont confortables, qui sont souvent moins chers que la solution de la voiture individuelle. Et donc vraiment, c'est un mode de déplacement très bénéfique, mais qui est en train de se mettre en place en France, je dirais. Il suffit de voir, par exemple, les stationnements, les vélos qui sont accrochés un peu partout autour de la gare de Lyon, par exemple, ou même en banlieue aussi à Vincennes, ça se développe. La région Île-de-France, il faut dire que la région Île-de-France, c'est une région qui est extrêmement pertinente et où c'est un vrai levier parce qu'on a une densité de gares qui est immense. Vous avez autour de 90% des franciliens et franciliennes qui aujourd'hui ont une gare dans un rayon de 2 km, donc une distance qui est vraiment facilement parcourable à vélo. Vous n'avez même pas besoin de vélo électrique. Donc c'est un levier qui est vraiment important en Île-de-France. Mais quand on regarde à l'échelle de la France, vous avez 60% de la population qui ont une gare à moins de 20 minutes à vélo. Ça suppose, bien sûr, c'est pas une baguette magique non plus, dans le sens où il faut quand même avoir du stationnement vélo, il faut avoir les aménagements cyclables pour rejoindre ces gares, mais c'est quand même une solution qui reste assez simple. C'est pas une solution technologique. On a beaucoup parlé de système et de complexité, etc. Et la combinaison vélo-train, c'est quelque chose qui ça suppose une politique publique pour rendre les gares accessibles. Mais une fois que c'est fait, et ça présuppose aussi une offre de train qui est supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça permet aussi d'avoir une réponse en fait à cette dépendance de la voiture dont on a parlé aussi. Donc c'est une solution extrêmement simple qui ne nécessite pas de nouvelles technologies et c'est à la portée de toutes et tous. Merci beaucoup. André Breteau, vous militez depuis longtemps pour la mise en place de cars express pour ces déplacements de moyenne distance. Alors pareil, dans une intermodalité un petit peu différente, plutôt, si j'ai bien compris, voiture, autocar. Ça ressemblerait à quoi? Est-ce que vous avez des exemples à nous citer? Oui, que faut-il changer? Donc, effectivement, j'ai expliqué dans mon livre qu'il fallait favoriser le report modal vers des systèmes multimodaux organisés autour de lignes d'autocar express. Je précise tout de suite que ce n'est pas la panacée. C'est un outil parmi d'autres, le plus puissant étant le véhicule électrique, le TER en étant un autre, le covoiturage en étant un autre, etc. Et pour donner des ordres de grandeur, on a 40 millions de véhicules, de voitures à décarboner. L'industrie automobile elle-même dit, en mettant tous les curseurs au vert, on arrivera peut-être à faire 80-85% du chemin et il restera 15-20% à trouver sous forme de report modal
ou de covoiturage. Et donc, quels sont les changements? Donc, le report modal, j'en ai cité. Et puis, j'ai l'habitude de dire que ce qui se mesure s'améliore. Quand on prend une politique nouvelle, il faut se donner des indicateurs et puis mesurer si on avance dans la bonne direction. Et donc, je vous propose d'évoquer ces deux points. Alors, sur le report modal et la multimodalité, à mon avis, ce qu'il faut, c'est des parkings relais. Si on veut organiser la multimodalité, il faut un endroit où l'automobiliste ou le cycliste va laisser son véhicule individuel pour prendre autre chose qui est plus performant. Cette autre chose pouvant être le TER ou des lignes d'autocar express sur l'autoroute. Y a-t-il des modèles? Il y en a un pas très loin de chez nous, à Madrid, qui est remarquable, où il y a 350 lignes d'autocar express, dont un peu plus de la moitié sur les 7 autoroutes radiales. Sur chaque autoroute radiale, il y a en moyenne 25 000 lignes d'autocar express, avec des TER, bien sûr, à côté. Ce système, l'autocar, dont transporte 800 000 personnes par jour sur 17 km. Alors, on a un exemple en France dont je veux vous parler. Il se trouve qu'il est à Grenoble. Alors, ce n'est pas parce qu'on s'est coordonné avec M. Laval, mais c'est parce que ce système-là, il est remarquable. Grenoble, c'est 3 vallées, je parle sous votre contrôle. 3 vallées, des TER, de bonne qualité sur Voiron, avec des fréquences de 5 trains à l'heure de pointe, nettement moins bon à l'est vers le Grésivaudan et très mauvais dans le sud, je crois. Et des lignes d'autocar express, alors il n'y en a pas 25 on va dire, mais il y en a quand même 2 vers Voiron. 2, c'est les mêmes qui sont traversantes vers le Grésivaudan et une vers le sud. Alors, je voudrais quand même dire qu'on a des lignes d'autocar express et ces autocars, ils sont diesel. Je voudrais revenir sur le débat du diesel. Diesel électrique. Alors d'abord, je voudrais dire que, comme madame l'a dit d'ailleurs, remplacer 20 voitures par un autocar diesel, c'est déjà un grand pas vers la décarbonation. Il faut le rappeler parce que certains ont tendance à l'oublier. C'est déjà très très bien. Alors ensuite, y a-t-il des sous pour décarboner une flotte de 50 000 autocars? On veut décarboner 40 millions de voitures. Supposons qu'on se dise, bon, on va remplacer 1 million de voitures par 50 000 autocars. 1 million de voitures multiplié par 6 000 euros d'aide, ça fait 6 milliards. On en fait des trucs avec 6 milliards. Voilà. Donc je voudrais donner quelques ordres de grandeur pour dire quand même, voilà, quand on se met sur les indicateurs, on trouve des sous, des chiffres. Alors ensuite, revenons à notre modèle des cars express isérois. Alors, un indicateur, il y en a un qui est très simple. Ça consiste à compter non pas tous les déplacements, et il faudrait, mais on n'a pas les moyens, qui vont entre Voiron et Grenoble par exemple, mais l'INSEE renseigne ça très bien pour le domicile de travail. On a des données tous les ans, très très précises, et donc il y a 6 000 actifs de la communauté d'agglomération du pays de Voiron qui ont leur emploi à Grenoble. La communauté d'agglomération de Voiron, c'est une trentaine de communes, une grosse commune au milieu, Voiron, 20 000 habitants, et une trentaine de communes de 2 500 habitants. Donc il y en a 6 000 actifs qui ont leur emploi à Voiron. En moyenne, en province hors Île-de-France, la part modale, c'est 8% de transport en commun. Si je regarde, toujours selon les données INSEE, la part modale de ces navetteurs longs, je trouve que sur les 6 000, il y en a 2 500 qui prennent des transports collectifs. C'est monstrueux, c'est énorme. C'est très au-dessus de toutes les moyennes. Voiron est très au-dessus de toutes les villes de 20 000 habitants. Donc cet indicateur montre que le département de l'Isère, en déployant depuis une vingtaine d'années des lignes d'autocar sur l'axe Voiron-Grenoble, à côté d'une ligne TER qui marche très bien, a fait du très bon boulot. Mais ce qui est étonnant, c'est que si je décompose ces 2500 navetteurs qui prennent des transports en commun pour aller à Grenoble, je m'aperçois avec stupeur que sur la liaison Voiron-Grenoble, il y en a bien sûr un pourcentage un peu plus, le pourcentage je crois de 55%, ce qui est encore plus remarquable pour une ville de 20 000 habitants. Mais si je regarde les 30 communes de 2 500 habitants, qui en moyenne sur la France entière sont à 3% de part modale des transports collectifs, ils sont à 40. Ça veut dire que le TER est très puissant sur les liaisons de point à point, de Voiron à Grenoble, et que l'autocar est quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus loin, qui irrigue en profondeur, qui ruisselle, dirait-on parfois, sur des territoires en profondeur, au-delà de la ville-centre de Voiron. Pourquoi est-ce que ça draine autant? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, et qui à l'autre bout diffuse mieux
que le TER, et ça, il y a des enquêtes du CEREMA qui le montrent, il diffuse mieux que le TER. Pourquoi? Mais parce que quand vous êtes dans une gare, par exemple à la gare Matabio de Toulouse, il y a 60 ans, vous n'étiez pas loin de l'hôpital, pas loin de l'université, pas loin du centre administratif et du théâtre. Mais il se trouve que 50 ans plus tard, tous ces lieux ont migré à 5, 10, 15 kilomètres de la gare de Matabio. Et donc quand vous êtes à Matabio, ben, vous n'êtes plus là où vous voudriez aller. Et la grande force de l'autocar express, c'est que si vous regardez les arrêts des lignes d'autocar qui partent de Voiron, qui passent par Grenoble et qui vont dans le Grésivaudan, c'est qu'à Grenoble, ils ont choisi, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais des arrêts astucieux. Et donc ça irrigue plus en profondeur les destinations que ne le fait le TER. Alors je vous ai dit aussi qu'à l'amont, le rabattement allait beaucoup plus loin. Pourquoi? Si vous tapez sur Internet, communauté d'agglomération du Voironnais, et que vous dites, je voudrais savoir s'il y a des parkings relais, ils appellent ça des plépusères. Il se trouve que sur cette communauté d'agglomération, 30 communes donc, 100 000 habitants au total, dont 20 000 à Voiron, il y a 11 parcs relais. Total des places de stationnement, 2000. Je disais tout à l'heure que rien qu'en domicile-travail, il y en avait 2500. 2000 places de stationnement. Et il est évident qu'à la gare de Voiron, ou de Lubin, je ne sais plus comment elle s'appelle, on ne pouvait pas trouver 500 places de stationnement. Et là, on les a, les 2000. Elles sont sur les 11 parcs relais. Il y a autre chose qui est très étonnant. C'est que si vous cliquez sur l'un des parcs relais, l'un des 11 parcs relais, on va vous dire des choses étonnantes du type, parmi les services auxquels vous pouvez accéder à partir de ce parc relais, il y a une gare de TER. Ah bon? Parfois, ah oui, il y a une ligne de bus express. Parfois, ah ben tiens, il y a des parkings vélos sécurisés. Ah oui, il y a le réseau puce, covoiturage. Et donc, ce que je dis, c'est que ces P plus R, quelque part, c'est une approche agnostique, laïque des besoins de mobilité. On ne met pas tel mode au cœur des politiques de transport. On met les intérêts de l'usager au cœur des politiques de transport. On leur offre tout un bouquet d'offres. Et le résultat, à l'arrivée, c'est que le partage modal de Voiron, de la communauté de l'agglomération de Voiron vers Grenoble est bien supérieur à tout ce qu'on se trouve sur beaucoup d'autres territoires. Et donc, le syndicat mixte de l'agglomération grenobloise s'est donné un outil, finalement, qui va lui permettre, peut-être, de répondre aux difficultés de l'accès à la ZFE lorsqu'elle sera durcie. Et ça, quelque part, c'est fondamental parce que c'est un outil d'inclusion sociale. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc effectivement, il n'y a pas eu d'accord pour que, comment dire, nos deux voisins, s'envoient des fleurs, mais c'est très bien. Jean-Sébastien Barraud, donc l'autocar, c'est donc typiquement le véhicule adapté pour la moyenne distance. Et j'ai envie de dire, alors quelque part, il y a un petit peu la réponse dans la question, mais au-delà de l'argent, qu'est-ce qu'il faut changer dans le système pour que votre secteur fasse des pas de géant ou en tout cas essaye de rattraper son retard de façon sensible? Alors, je m'en veux un peu parce que cette question, en fait, ce que je comprends des points de vue de chacun et chacune, c'est qu'on a en fait un temps du politique qui n'est pas le temps du dépôt, le temps du véhicule, le temps de l'amortissement, le temps de l'investissement, etc. Néanmoins, je vous pose quand même ma question. Voilà, s'il y a un monsieur en rouge et blanc qui apparaissait avec une grande hotte dans son dos, à part des valises de billets, qu'est-ce que vous voudriez qu'il sorte de cette hotte? Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je voudrais d'abord saluer les propos d'André Breteau, qui est quand même le meilleur ambassadeur de l'autocar. Mais vous avez dit des choses ô combien importantes et sur lesquelles je voudrais quand même insister également. Un autocar, c'est 30 voitures de moins. C'est 30 voitures de moins. Et moi, je préfère voir un autocar diesel sur la route que de voir 30 voitures. C'est du bon sens, mais il faut effectivement le rappeler. Ça veut dire qu'en réalité, l'autocar, et c'est une conviction personnelle, c'est une des réponses au défi de la transition énergétique. Et ça ne doit pas être montré comme un problème. Moi, je regrette bien souvent qu'on montre l'autocar comme un problème, comme un véhicule qui occupe l'espace public, un véhicule lourd, etc. Et moi, je préfère que l'on voit l'autocar comme une solution aux défis qui sont devant nous. Alors, ça veut dire pour ça aussi qu'il faut trouver le moyen de mettre plus d'autocars, ce qui nécessite de l'argent, et d'améliorer le taux de remplissage de nos autocars. Voilà une des solutions concrètes et pragmatiques pour essayer d'améliorer les choses.
Les solutions, les recettes, elles existent. André Breteau l'a beaucoup mis en évidence d'ailleurs dans ses ouvrages. Mais il faut améliorer la qualité de service, il faut travailler sur l'intermodalité, sur les temps de correspondance, sur les lieux, le lieu où on peut correspondre d'un mode à l'autre, sur le confort pour le voyageur, le Wi-Fi, la climatisation, sur la fréquence. Il faut évidemment augmenter la fréquence de passage d'autocars. Il y a beaucoup de choses à faire pour essayer d'améliorer le taux de remplissage de nos autocars. Et ça, c'est un point ô combien important. Et puis améliorer les dessertes par autocar, on en a vraiment besoin parce que l'autocar, il est pertinent, et ça aussi, André Breteau l'a dit, il est pertinent justement dans les territoires où la voiture est massivement utilisée. C'est bien dans ces trajets d'une fourchette de 10-20 km à 80 km, ces trajets du quotidien, qu'aujourd'hui l'autocar trouve toute sa pertinence, en complémentarité des autres modes. Parce que moi, ce qui me frappe dans cette table ronde, c'est qu'on parle chacun d'un mode, parfois différent, mais tous ces modes, ils ont leur utilité. Et moi, je n'aime pas quand on oppose les modes. Je crois vraiment que le TER est pertinent, y compris à des endroits où il y a des autocars et inversement. Le vélo, les modes doux sont évidemment très utiles dans la chaîne de mobilité, et tous les modes ont leur pertinence. Il y a deux choses que je voudrais rajouter. Plus de cars, ça veut dire aussi avoir une attention particulière sur la place de l'autocar dans les ZFE. Je crois que c'est trop simple de vouloir interdire les autocars à court terme dans les ZFE. Nous ne sommes pas prêts, naturellement, nous n'avons pas de solution alternative crédible, mais les collectivités ne sont pas prêtes non plus, et on a besoin, encore une fois, des autocars. On a besoin d'un calendrier, en ce qui nous concerne, qui soit un calendrier réaliste, pragmatisme, et ici ou là, on a besoin de dérogations. Et je salue de ce point de vue-là l'ouverture de concertation qui a été décidée par le gouvernement sur les ZFE. C'est un point très important. Et puis, faire mieux en matière de décarbonation de notre secteur, c'est aussi, et ça n'a pas été évoqué, laisser une place à tous ces carburants alternatifs, ces carburants liquides bas carbone. Aujourd'hui, très clairement, on nous explique que ce n'est pas à notre secteur de les utiliser, que ces carburants synthétiques, certains, sont réservés à des secteurs qui en ont impérativement besoin, et on nous cite souvent le secteur de l'aérien. Moi, je suis intimement convaincu qu'on pourrait utiliser de manière transitoire ces carburants dans les 10 prochaines années pour améliorer de manière très significative la situation de notre secteur. Ils ont une place certes transitoire, mais qui nous permettrait de faire un progrès significatif à court terme. Merci beaucoup. Marie-Claude Dupuis, donc dernière question pour vous et puis pour ce tour de questions. Au niveau de l'UTP, quel changement systémique est nécessaire pour réussir cette transition ? Alors, c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup au niveau de l'UTP. D'ailleurs, je suis fière de présider une des dernières commissions créées par l'UTP qui s'appelle Nouvelle mobilité et ville durable et ville de demain. J'ai envie de dire, tout est dit dans le titre de cette commission. Ça a déjà été évoqué par les précédents intervenants, mais pour pouvoir vraiment agir sur la décarbonation des mobilités, au-delà du travail qui peut être fait sur la motorisation des véhicules, il y a d'autres leviers. Il suffit de lire la stratégie nationale bas carbone pour le secteur du transport. Elle parle de motorisation, mais elle parle aussi de modération de la demande de transport, de hausse du taux de remplissage, de report modal. Sur la modération de la demande de transport, alors c'est un peu curieux pour des opérateurs de transport pour dire on veut moins de transport. Non, on dit on veut du meilleur transport. Et il y a des façons de mieux réguler ces besoins de transport déjà avec une plus grande coordination des politiques de planification entre mobilité et aménagement du territoire. La loi LOM, c'était un des grands objectifs de la loi LOM à l'échelle d'un territoire, de mieux coordonner les planifications en matière d'urbanisme et les planifications en matière de mobilité. Et il y a encore du travail à faire. Et l'exemple que vous donniez, Monsieur Breteau, sur où est-ce qu'on installe les services indispensables à la collectivité, c'est bien de les planifier en même temps que l'offre de mobilité. Bon. En la matière,
on n'a pas encore parlé du télétravail, mais on voit bien qu'il y a quelque chose à travailler autour de cette nouvelle pratique. De mon point de vue, on n'en mesure pas encore tous les effets structurels de cette nouvelle pratique de télétravail. Au niveau micro, on peut dire qu'en régulant mieux, en permettant aux salariés de décaler leur arrivée au travail, on pourrait lisser les heures de pointe, donc avoir moins de véhicules à mettre. Donc ça fait, s'il y a moins de véhicules qui roulent, ça fait des économies et des réductions des émissions de CO2. Au niveau macro, on voit bien que le télétravail permet aux familles de s'installer plus loin du lieu de travail pour avoir plus de place, une maison, un jardin, mais du même coup, ça change la donne en matière de mobilité. Donc, on n'est pas au bout de ces transformations profondes et il y a encore un peu de prospective à faire là-dessus. Ça, c'est autour de la régulation de la demande. Sur le taux de remplissage, ça a déjà été dit. Plus vous venez dans les transports en commun, mieux c'est pour partager et réduire les émissions. Mais on voit bien que la notion de covoiturage est aussi une réponse pour quand il n'y a pas de transport, c'est bien de partager déjà le véhicule. Et au-delà de l'intérêt que ça a en termes d'environnement, on voit bien qu'en termes de sécurité routière, d'encombrement, de confort, etc., c'est mieux. Pour terminer, je dirais que je pense qu'il y a encore de la place pour développer le transport public en termes de choc d'offres, mais de façon bien pensée, comme je le disais, en pensant aménagement du territoire et surtout multimodalité. Ça a été dit autour de tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition des modes. Plus ils sont propres et partagés, mieux c'est. Et après, il y a un vrai travail, comme je disais, de planification pour organiser cette multimodalité au plan physique, parce que ça suppose des bonnes infrastructures. On a parlé des parkings parkings relais, que ce soit pour les voitures ou les vélos auprès des gares, mais aussi articulation au sens digital. C'est pour ça que la loi LOM, d'ailleurs, avait donné une impulsion forte à ces outils digitaux comme le Mobility as a Service, qui cherche encore son modèle économique. Clairement, on n'a pas encore trouvé la martingale pour faciliter cette multimodalité. Voilà. Donc ça, c'est un point important aussi. Merci. Écoutez, vous me faites une transition parfaite pour la dernière question qu'on a donc le temps de traiter. Donc, comme je le disais en introduction, nous venons d'évoquer quelques-uns des challenges que les différents modes de transport durables, on a envie de dire par essence, en fait, doivent relever. Mais en fait, il y a un éléphant dans la pièce, comme souvent dans ce genre d'événement, ce sont les constructeurs automobiles. Alors, il y a eu toute une tribune pendant 1h30 juste avant nous, donc ils ont eu le temps d'évoquer un certain nombre de sujets. Mais voilà, ils étaient dans leur coin, sur leur table ronde, et nous on est sur notre table ronde et ils sont pas là. Et on sait, les constructeurs automobiles, ils ont en fait une omniprésente communication commerciale. Enfin, il suffit de. Enfin, je regarde pas souvent la télé, mais quand je l'ouvre, c'est absolument sidérant le nombre de publicités pour acheter des voitures. Et en fait, on nous vend jour après jour que la mobilité, c'est dans une automobile qu'elle est la plus enviable en fait. C'est là où on va être le plus heureux. Et bon, alors la LOM a introduit un tout petit changement avec quelques messages obligatoires que vous aurez peut-être remarqué en fait à la fin des publicités pour faire la promotion du covoiturage ou du vélo pour la courte distance. Donc moi, la question un petit peu iconoclaste avec laquelle j'avais envie de tenir cette table ronde, c'était qu'est-ce que tous autour de la table, vous auriez envie de demander à l'industrie automobile, qui est quand même celle qui a la plus grosse part du gâteau, voire pratiquement tout le gâteau en nous laissant quelques miettes. Alors, la semaine dernière, il y avait un événement où il y a quelqu'un qui a expliqué à Carlos Tavares, le patron de Stellantis, que oui, l'industrie automobile a gagné le jeu, mais c'est parce qu'elle avait truqué les cartes. J'ai trouvé que c'était assez gonflé en fait de lui envoyer ça dans la figure. Mais donc, pour vous, Sylvain Laval, quel rôle peut jouer l'industrie automobile au niveau des ZFE maintenant que toutes les nouvelles voitures sont connectées? Et ça fait le lien avec ce que vous disiez, Madame Dupuis, sur le fait qu'effectivement, en fait, quand on électrifie un véhicule, on a aussi des datas, des données qui remontent et en fait des nouvelles possibilités aussi de s'en servir. On peut faire des recharges bêtes et méchantes, on peut faire des recharges intelligentes. Voilà, au niveau de la ZFE, est-ce qu'il y a des visions là-dessus? Même si on sait qu'aujourd'hui, ce qui roule principalement, c'est des véhicules thermiques dans les rues parce que ça prend du temps. Pardon, ça prend du temps et ça coûte cher. Je ne crois pas qu'on soit aussi avancé sur ce que vous dites, mais je comprends le sens de votre question. Alors, la voiture
technologique, avec des innovations ultra connectées, c'est très bien. Et il y a certainement des usages à trouver. Vous le disiez sur notamment l'interprétation des données pour les comportements des gens et comment peut-être mieux les adapter, les faire évoluer, mieux les connecter aussi sur d'autres services avec l'approche multimodale qui était évoquée. Et en ce sens, nous développons tous effectivement des outils numériques qui sont nommés MaaS en anglais, mais qui, comme ça a très bien été dit, cherchent encore leur modèle. Pour autant, on les développe. Moi, j'ai envie de vous répondre de manière extrêmement concrète, peut-être un peu moins technologique, c'est que ce qu'on attend de la voiture pour ce qu'elle va rester, puisque comme ça a bien été dit, c'est une réponse et ce ne sera peut-être pas autant la réponse que ça l'était hier. C'est là où, en ce sens, il y aura des évolutions, mais il faut qu'elle reste accessible pour ceux qui en auront besoin. Donc ça veut dire que c'est la question du prix. J'en reviens quand même à cela. Pardonnez-moi d'être un peu prosaïque, mais aussi l'évolution technologique qui est souhaitée, c'est la durabilité de la batterie, c'est l'autonomie. Et ça, c'est vraiment l'enjeu peut-être le plus immédiat avant d'avoir de nouvelles dispositions technologiques, innovations, très bien. Mais la question, c'est combien de temps la batterie, elle dure, quand on doit la renouveler, à quel coût. Il y a des enjeux aussi de durabilité au sens environnemental, de la composition de la batterie, de sa capacité à la recycler. Et tout cela génère des coûts, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les collectivités. C'est aussi un des enjeux qu'on n'a pas évoqué au début sur ces coûts de fonctionnement. Investir dans un bus électrique, c'est bien, mais on sait qu'au bout de 6-7 ans, il faudra changer les batteries. Donc tous ces sujets-là, ils vont se poser, et ils se posent aussi évidemment pour un particulier qui achète une automobile. Et donc je pense que peut-être les réponses les plus immédiates à avoir, c'est sur ces sujets-là. Donc ça demande évidemment encore du travail, de l'innovation, de la recherche, et je pense que ça devrait être un des éléments prioritaires pour ce qui restera de la part de l'automobile, mais qui ne sera forcément pas approché et considéré de la même manière que le modèle que vous évoquiez et qu'on a connu pendant des années. Merci beaucoup. Monsieur Brotteau, donc, même question pour vous. En fait, que peut faire l'industrie automobile pour cette catégorie de la population qui est déjà fragilisée par l'inflation et à qui on promet tous les jours des véhicules toujours plus chers ou alors un choix très restreint? Alors, bien sûr, je suis d'accord. Il faudrait qu'on arrive à produire des voitures plus légères, parce qu'il y a quand même un problème d'économie circulaire et de quantité de CO2 à la construction du véhicule et des batteries. Et évidemment, tout ça, ça dépend du poids. Donc des véhicules plus légers. Si possible, construits en France. Pourquoi? Parce que si vous construisez votre véhicule dans un pays où l'énergie est carbonée, l'énergie avec des centrales à charbon, vous allez émettre beaucoup plus de CO2 que si vous les construisez en Europe ou en France ou en Suède, là où il y a beaucoup de nucléaire et donc l'énergie est décarbonée. Voilà, donc quelques cas très concrets. Juste une petite demande et puis ensuite un sujet qui me paraît beaucoup plus important. Une petite demande ou une petite contribution plutôt. Nous avions, il y a 4 ou 5 ans, travaillé avec les constructeurs automobiles, plus Nokia, plus VDCom, pour imaginer un usage du véhicule autonome vers l'autocar express. Quelle était l'idée? Supposons qu'il y a 1 million de voitures qui se vendent en France et que le coût de l'intelligence supplémentaire qu'il faudrait mettre dans ces véhicules pour qu'ils soient totalement autonomes, tout le temps, quand il neige, quand il pleut, et sur des petites routes de campagne ou dans la forêt, supposons que ça coûte à peu près 5 000 € par véhicule, ça fait 5 milliards par an. Avec 5 milliards par an, on se dit, tiens, c'est peut-être pas l'optimum, il faudrait peut-être mettre moins d'intelligence sur la voiture et un peu plus sur quelques segments de route soigneusement choisis qui permettraient d'avoir des navettes autonomes, par exemple sur ces fameuses lignes d'autocar, sur les 20 ou 30 km qu'ils font sur l'autoroute. Et c'est d'ailleurs ce que dit Madame Hydrac dans son rapport sur les usages vers lesquels il faudrait concentrer les efforts de recherche en matière de véhicules autonomes. Voilà, c'est une contribution. Mais personnellement, j'ai envie de dire quand même que je n'ai pas envie de demander trop de trucs à l'industrie automobile. Parce que franchement, je n'aimerais pas, en tant qu'entreprise privée, enfin je ne le suis plus, je suis en retraite, être soumis aux défis de l'entreprise automobile. C'est complètement fou ce qu'on leur demande comme changement de paradigme, comme refondation. Enfin, et puis il y a des emplois derrière. Peut-être que toute la chaîne, je ne sais pas, est-ce que c'est 500 000 emplois ou 1 million, j'en sais foutre rien. Personnellement, j'ai envie de dire, on devrait les aider. Les aider comment? Les aider, par exemple, en faisant en sorte qu'on arrive en France à déployer des bornes à recharge rapide partout, de manière à favoriser le remplacement du deuxième véhicule, celui qu'on utilise pour faire à la fois des voyages et du quotidien, plus vite, parce que les gens ont peur de changer leur voiture unique. Les aider, par exemple, en veillant à faire en sorte que dans 20 ans, quand on voudra qu'on ait décarboné la France, il y ait suffisamment d'énergie décarbonée pour alimenter les batteries. C'est pas rien quand même.
On a peut-être besoin d'avoir plus d'hydraulique, de renouvelables ou de nucléaire. Personnellement, je pense plutôt nucléaire, mais bon, on ne va pas commencer à se bagarrer là-dessus. Voilà, et il y a un vrai sujet là derrière. Hein. Comme il nous reste un quart d'heure, en fait, je vais Voilà. poursuivre le tour de Donc, table, mais effectivement, on ne va pas aidez aussi commencer ce l'automobile. débat-là. Monsieur Berverder, donc, the question I prepared for you, which innovations offered by the buses industry would be useful for the car makers? So it's a way to help them. And compared to cars, buses are already today a sustainable product. How does this development continue in the future? First of all, I'd really like to thank you for inviting me to this round today, because as you can imagine, I've been now for the last 2-3 years since e-mobility really now is rising, traveling all sorts of areas, maybe Latin America or maybe in Europe, and every country has a different starting point and a different problem to solve, not the big challenge that we have to meet, but how to get there. So the prerequisites are all different. So to me, as somebody that is producing buses and is offering systems, it's extremely helpful to discuss. If you allow, and I'll come to your point, I'm completely positive on the intermodal approach. I think buses are part of the intermodality, and that's good. There is no either or out or in, it's part of it. So I could only agree to what was said. I think the point is, if we look to the timelines that the regulators are giving us, and I think that's fair if they set those guidelines. The question is, how fast can we be? And if we, and I think Mr. Mayer said that before, if we want to achieve a quicker transition, buses in this case are easier to implement because you can bring ZEV buses to the streets. It takes longer for a rail. That's simpler effect. And it's, some NGO discussion colleague said once to me, actually it's the decade of the bus, because it's simply flexible, safe, sustainable, and quick to implement. And it's not excluding a train or not excluding a bike. It's just for the moment a really good tool to go forward. So when you ask me, what can the car industry contribute? I would like to make one remark, and I'm a commercial vehicle industry guy. I'm not a car guy. This is a bigger one. I would always argue that the way we developed on the battery technology, for example, was only possible because the biggest automotive market switched to batteries. Thereby you learn technology. Thereby you learn, the different, let's say, geometries of the cells. You learn how they work, cooling and non-cooling, the thermal management. So I think we should not completely ignore that, but it's also part of what then we in buses or also in trucks at some stage, can work on further off. And that's something where I would say we wouldn't be at this point if the biggest industry of the automotive wouldn't have also invested in the beginning. Now it's up to us all to continue and to find those applications. If you look to us, we are investing right now money for the next 7, 8, 10 years, where we're not looking just at the city, where we do see the next big step to take, but we will introduce by the mid of the decade vehicles that go overland, interurban. We will have at the end of the decade coaches with either H2, hydrogen, or battery. So it's not the issue. 7 years is a flink. In 7 years, you have the full portfolio from us or from others. So I think that speed of change is also initiated by those that started it all off. And I think that's sometimes good to be a little bit modest, at least we have to be, and now really think new ideas of how can we make access easier, how can we increase the comfort. If I think of certain cities worldwide, there is something called like bus rapid transit. I think it goes into the express bus direction. There's a dedicated line only for buses. Every 20 minutes a bus is coming back and forth, and a 20 million city is really well managed. So, but it changes, but it has to change the mindset of how do we structure a city. And that's even a bigger discussion. But it's possible, this is all I'm saying. And I think these kind of new topics will come.
And we, as bus, are part of exactly that intermodality, and we can really contribute quite nicely to that. And we are willing to. It's really a good moment for us. One last point, batteries and second life. If we have an electric bus and it gets out of service, the battery has round about a state of health of 80%. It is not sufficient anymore for the job of the bus. But we have enough new ideas, and there are already companies doing that, where they reuse the used battery for stationary energy storage, for example. So there is, the cycle goes on. It doesn't stop there. It's just that these things are new to all of us, perhaps. So we are in the decade of a bus. That's the simple ending. Ok, thank you. Marie Vénère, donc à la FUB, au collectif Vélo Île-de-France, alors on dit justement qu'il faut savoir opposer les modes, ou à minima les séparer, parce que les cyclistes ont besoin d'infrastructures qui les protègent mieux lorsque la voirie doit être partagée entre des véhicules de taille et de puissance très différentes. Vous auriez envie de demander quoi comme développement de fonctionnalité à l'industrie automobile pour une meilleure cohabitation entre les cyclistes et justement les automobilistes ou les gens qui conduisent des camionnettes, ou on va essayer de pas totalement oublier la logistique? Je pense qu'il n'y a plus tellement besoin d'améliorer encore techniquement les différentes solutions. Il y a déjà des freinages automatiques quand il y a des obstacles. Il y a déjà des caméras à 360 degrés pour les poids lourds, par exemple. Donc tout ça, c'est très important. C'est très bien pour la sécurité des cyclistes, pour la cohabitation, justement. Mais ce n'est pas tellement ça le sujet de fond. Ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement la mobilité. Et donc, quand vous parliez tout à l'heure de l'éléphant dans la pièce, je vous rejoins, mais plutôt dans le sens où l'éléphant dans la pièce, à mon sens, c'est plutôt le mode de transport que représente la voiture individuelle. Peu importe si elle est motorisée avec un moteur thermique ou électrifié. Parce qu'en fait, c'est ce mode de déplacement-là qui ne fait pas sens, qui est une aberration au vu de la sobriété énergétique, qui pèse trop lourd, qui prend trop de place, qui rend les gens dépendants. Donc je répondrais plutôt, j'ai envie de répondre, de m'éloigner un peu de votre question, dans le sens où on ne peut pas demander à l'industrie automobile de s'évaporer, mais ce serait plutôt de tendre justement vers un système qui s'éloigne de ce modèle du véhicule individuel et qui tend vers des solutions dont on a beaucoup discuté, de transport en commun, et justement aussi la combinaison des différents modes de transport entre eux, et de déconstruire justement ce récit, cet imaginaire collectif que, comme vous disiez bien, l'industrie automobile a bien réussi à mettre en place autour de la liberté, autour du confort, etc. Et de remplacer ce récit, qui d'ailleurs n'est pas vrai. Quand vous regardez en Île-de-France, la liberté, quand vous êtes coincé dans un bouchon, c'est pas tellement... c'est très relatif, oui. Oui, c'est très relatif. Et de le remplacer par un autre récit qui est celui, par exemple, de l'intermodalité, où vous faites un peu de sport, donc c'est bénéfique en termes de santé, où vous vous trouvez dans un train, donc vous avez du temps pour vous reposer ou pour travailler, etc. Et donc de vraiment... oui, donc ça, c'est... Du coup, ça s'éloigne un peu des mesures très concrètes. C'est des questions de sciences politiques ou de philosophie, plutôt. Mais voilà, je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, et justement ne pas tomber dans ce piège de l'électrification va nous sauver en quelque sorte. C'est plutôt, donc il y a trois enjeux, il y a plusieurs enjeux qui sont plus importants à mon sens, qui sont le low-tech. Donc le vélo, il est low-tech par essence, qui sont l'aménagement du territoire, donc faire en sorte d'endiguer cet étalement urbain qui fait en sorte qu'on a besoin de plus en plus de mobilité, et finalement de faire simple. Donc voilà. Merci beaucoup. Jean-Sébastien Barraud, du coup, dernière question pour vous, et on finira avec vous, Madame Dupuis. Au niveau de la FNTV, vous rassemblez aussi les acteurs du covoiturage. Est-ce que ces acteurs, ils ont des demandes à émettre à celles qui pourvoient les véhicules sur lesquels ils appuient leurs services? Alors, d'abord, le fait qu'une fédération comme la nôtre, qui est historiquement une fédération d'autocaristes, ait accueilli les covoitureurs en son sein, c'est bien la preuve quand même qu'il ne faut pas raisonner en opposition des modes, mais en complémentarité des modes. On en est vraiment le parfait exemple.
Pour les covoitureurs, c'est très simple. En réalité, on milite pour une approche pragmatique avec des questions très simples. Est-ce qu'on préfère avoir dans son cœur d'agglomération 3 personnes dans un véhicule qui a une vignette critère 3 ou une seule personne dans un véhicule qui se roulera en vignette critère 2 ? C'est des questions aussi simples que ça. Donc en réalité, on milite pour repenser et développer le covoiturage, laisser une place au covoiturage dans le cœur des ZFE, penser la place des covoiturages par exemple sur les voies réservées pour rentrer dans les villes. Enfin voilà, tout le genre de réflexion. On considère en tous les cas que le covoiturage est une réponse au défi qui est devant nous, quoi. Ok, merci beaucoup. Et vous, Madame Dupuis, du coup, même question pour terminer à la fois ce tour de table et cette table ronde, pardon. Moi, le message que j'adresse au nom de l'UTP aux constructeurs automobiles et à tout leur écosystème, c'est de continuer à investir dans les motorisations propres, les batteries, mais aussi toutes les technologies d'assistance à la conduite. Parce que même si le secteur automobile a fait un peu le deuil des véhicules complètement autonomes, nous, au niveau du transport public, on a trouvé des usages adéquats de mobilité autonome. On a déjà parlé des navettes pour desservir le dernier kilomètre et faciliter le rabattement vers une gare. Mais on pense beaucoup et on croit beaucoup aux bus autonomes sur des voies BHNS protégées qui peuvent aussi être des réponses très importantes. Et le fait d'avoir de l'autonomie, ça améliore les conditions de la sécurité routière, hein, clairement, l'assistance à la conduite. Et puis surtout, si au bout du bout, on peut enlever le chauffeur à bord, et bien sûr, il y aura une supervision à l'extérieur, on fait des économies, on abaisse le coût, et nous, on travaille, on y croit vraiment. Mais pour faire ça, on a vraiment besoin du secteur automobile, parce que dans le domaine des bus et même cars, on est dans des petites séries. Et il n'y a que le volume et l'effet de grande série offert par les véhicules, la production de véhicules particuliers qui permet d'amortir l'investissement dans toutes ces nouvelles technologies. Donc, on a besoin du secteur automobile et l'idée n'est pas d'éradiquer les voitures, l'idée est de les faire évoluer vers un usage de plus en plus propre et partagé. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a peut-être le temps de prendre 2 questions. Ouais, je vais prendre un monsieur et une dame. Des os. Pas des os. Je ne sais pas qui est-ce qui donne les micros. Ça y est, le micro arrive. Donc, monsieur, vous avez compris qu'on est à la fin de la table ronde, donc il faut des questions courtes qui appellent des réponses courtes. Parlez fort, peut-être. Attendez. Quelqu'un qui arrive? Non. Vous voilà sur scène. Oui, ma question sera courte. Pour développer les différentes solutions multimodales que vous avez évoquées, mais c'est à la fois, je pense, sur des réseaux vélos, mais comme sur des lignes d'autocar express, ne pensez-vous pas qu'il y ait un frein en matière de gouvernance? Je m'explique en 2 mots. D'un côté, on a les autorités organisatrices des services de mobilité, mais on n'a pas parlé des autorités en charge des gestionnaires d'infrastructures. Et notamment, si je prends le cas du réseau routier, les départements ont des compétences, l'État a encore des compétences, les municipalités ou les communautés, les métropoles. Est-ce que c'est pas un frein? Et donc, je m'adresse plus particulièrement à Monsieur Laval, mais... Je pense que vous avez répondu à la question. La réponse est oui, et on peut prendre l'exemple pour le transport comme on peut le prendre pour les pistes cyclables, où sur effectivement un axe, vous avez plusieurs intervenants en termes de compétences. Ça peut être la commune, l'intercommunalité, le département ou même la région et l'État. Et ça vaut pour les routes, ça vaut pour les pistes cyclables. Et donc oui, évidemment, il y a un grand besoin de simplification. C'est même plus un millefeuille. Là, on est dans un maquis où les lois n'ont pas forcément rajouté des couches, elles ont complexifié l'existence, ce qui est encore pire peut-être d'une certaine manière. Et donc on a un vrai besoin de clarification en confiant un sujet à une seule entité, et c'est pour ça que nous croyons par exemple aux autorités organisatrices à grande échelle qui regroupent tout le monde sur un même sujet, et ça peut se démultiplier évidemment dans bien des domaines. Donc la réponse est évidemment oui. Alors du coup, s'il y a une dame qui avait une question. Mesdames, aidez-moi, il y en a une d'entre vous qui a une question, c'est sûr et certain, il faut oser la poser.
Leslie, non? Non? Alors, est-ce qu'il y a un monsieur qui peut souffler une question à sa voisine? Non, toujours pas. Bon, on va prendre la question. J'en vois pas tant que ça. Donc, monsieur au fond, voilà, posez votre question. J'aurais fait mon maximum. Oui, ça marche, oui. Donc, merci beaucoup. Président le juge, je suis retraité de développement durable et de RSE. Bon, personne n'est parfait. Une question un peu provocatrice sur le vélo électrique. Alors, c'est pas que je sois contre le vélo, sauf quand il circule sur les trottoirs. Et encore, j'habite pas dans Paris. Est-ce qu'on connaît le bilan carbone en analyse de cycle vie d'un vélo électrique, surtout ramené au kilomètre, puisque par définition, un vélo électrique fait moins de kilomètres a priori que d'autres véhicules? Moi, personnellement, je n'ai pas ces chiffres-là. Ce que j'ai lu dans une étude de l'ADEME, il faudrait vérifier, je ne veux pas propager de mauvaises informations, c'était que rapporté au déplacement de la personne, le vélo électrique utilise moins d'énergie que les transports en commun électrifiés. Donc, le déplacement d'une personne sur un vélo électrique et l'électricité dont on a besoin pour déplacer cette personne-là est moins importante que pour les transports en commun. Voilà, faudrait vérifier. Moi, je crois que c'était de l'ordre de 11 grammes 11 grammes de CO2 par kilomètre si on prend tout et avec des hypothèses d'usage assez restrictives, avec finalement peu de kilomètres parcourus. Alors que je pense qu'en Ile-de-France, il y a un exemple très intéressant, c'est Véligo, où Véligo, en fait, c'est du vélo électrique mis à disposition par la collectivité. Et par exemple, le principal défaut du Véligo, c'est qu'il faut changer les plaquettes de frein au bout de 1000 km. Et quand vous faites 20 km par jour, 1000 km, en fait, vous les atteignez super vite, quoi. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup, monsieur, pour cette dernière question. Il est 18h03. Nous sommes donc à l'heure. Merci à toutes et tous d'être restés jusqu'au bout. Et merci à nos intervenants pour tous ces points de vue. Merci beaucoup. Thank you very much.